Et tout de suite, dans l'œil des pros, on s'intéresse à une valeur allemande, cotée au MDAX, peut-être méconnue du grand public et pourtant elle est dans nos vies de tous les jours et dans notre consommation. Pour en discuter, on accueille notre invité Marc Evgen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Clartan et on va parler de GEA. En quelques mots, pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait, GEA? Déjà, elle est méconnue, comme vous l'avez dit, elle est méconnue hors d'Allemagne et elle est mal aimée en Allemagne, alors même qu'elle est d'une part innovante, basée sur des tendances de fond qui est l'industrialisation et l'automatisation de tout ce qui est production alimentaire. Et finalement, c'est une magnifique pépite de la côte allemande. Je dirais que c'est presque le phénix du MDAX. Ouais. Quelle est la valorisation de la société? Elle se traite aujourd'hui à plus ou moins 20 fois les profits 2026, 10 fois l'EV et EBITDA. Et ce qui est intéressant également, c'est que le multiple n'a pas changé par rapport à 2021, alors que le cours de bourse a augmenté de 50%. Alors, GEA, il fabrique des équipements pour les chaînes de production, notamment dans l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acteur clé de ce qu'on mange et ce qu'on boit au quotidien? Sans le savoir, vous mangez tous les jours et vous buvez tous les jours des choses qui sont passées au travers de machines de GEA. Typiquement, ce que eux produisent, c'est des chaînes qui incorporent des mélangeurs, des séparateurs, des machines pour sécher, pour humidifier, etc. Et aujourd'hui, un nugget sur 3 provient d'une chaîne qui incorpore des produits GEA. Oui. Une bière sur 2 a été brassée avec des produits ou des machines GEA, et un paquet de spaghettis sur 4 est également passé dans les machines GEA. Ouais, je crois qu'il y a aussi le café. Enfin, il y a vraiment, c'est assez incroyable. Oui, finalement, un géant méconnu. Quels sont finalement leurs grands clients et dans quel domaine industriel GEA est le plus présent aujourd'hui? Alors, c'est un autre point qui est très intéressant, c'est qu'ils ont plein de clients, mais ils n'ont pas de grands clients. Leur plus gros client ne fait que 2% du chiffre d'affaires. Et si vous prenez les 200 plus grands clients, ça représente à peine la moitié de leur chiffre d'affaires. Ce qui est beaucoup plus éparse que la plupart des sociétés industrielles. Et de ce fait, ça leur permet d'avoir du pricing power, chose qu'on aime beaucoup chez Clartan. Ouais, et puis ils ne sont pas dépendants finalement d'un grand de l'agroalimentaire qui pourrait négocier leurs marges, les faire baisser, etc. Exactement. Et en termes d'activité, il y a 30% qui est lié au lait. Donc il y a la moitié qui est liée à des machines de traite pour les vaches. L'autre moitié de ces 30% est liée à à l'homogénéisation, la fabrication de fromage, de yaourts, etc. Ensuite, il y a 25% qui est lié à la nourriture et encore 12% les boissons et puis un peu de pharma, un peu de chimie. Finalement, GEA, c'est en train de devenir un géant de la transformation alimentaire à 360 degrés. Ça l'a toujours été, en fait. Ouais. Si vous regardez l'histoire, c'est une société, je mentionnais, mal aimée en Allemagne. Pourquoi? Parce que elle a été fondée en 1881, mais les choses se sont un peu emballées dans les années 2000-2010. Et ils ont fait énormément d'acquisitions dans plein de domaines. Oui. Et entre 2016 et 2019, ils ont fait 7 profit warnings d'affilée. Alors ça, la bourse n'aime pas trop. Et ça, la bourse n'aime pas trop. Pourquoi ces profit warnings? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? De l'acquisition pas intégrée. Ouais. Aussi simple que ça. Est arrivé un nouveau management, un nouveau CEO et CFO. Ils ont remis les choses sur les rails. Typiquement, entre 2019 et 2024, ils ont réussi, dans un contexte quand même assez compliqué avec le Covid, etc., avoir une croissance de plus de 4% et avoir une profitabilité, une marge EBITDA qui passe de 10 à 15%. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 10 à 15%, ici, je crois, 19% d'ici 2030, d'ici 5 ans. Donc les perspectives sont plutôt bonnes. Vous dites qu'il y a eu rebond, mais ce rebond, ça pourrait être que le début. Disons que il y a énormément de choses à faire. Alors, on s'est dit dans un premier moment que les fruits les plus faciles à attraper avaient été cueillis. Oui. Maintenant, ils ont eu
un coup de malchance. Le CFO est décédé à l'été 2023, est arrivé un nouveau CFO, et à mon avis, ça a permis également d'amener une nouvelle paire d'yeux sur la société. Et aujourd'hui, d'ici 2030, ils devraient augmenter leur marge à pratiquement 19%, ce qui voudrait dire un doublement de la marge par rapport au point de départ. Et pour vous donner des idées de choses à améliorer encore, aujourd'hui, cette société est active dans 59 pays, mais avec 221 entités légales. Ils ont 40 systèmes d'informatique. Ils étaient partis à 80, ils sont à 40, et le but, c'est d'atteindre un seul système informatique d'ici 2030. Donc gros boulot, gros challenge pour les équipes du nouveau CFO, donc directeur financier. Effectivement, souvent c'est très difficile d'intégrer parce que c'est une galaxie, tout le monde a sa comptabilité, et le mieux c'est effectivement d'avoir cette visibilité forte sur l'ensemble du business. Si on regarde du côté de la valorisation et de l'attrait pour les investisseurs, aujourd'hui, donc c'est un cash flow relativement solide, et au niveau de l'EBITDA, c'est plutôt relativement bas également. Disons que ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est un bilan très solide avec 600 millions de net cash, et ils génèrent 500 millions de free cash flow. Ils viennent d'achever leur deuxième buyback de 400 millions. Ils vont plus faire d'acquisition parce que je crois qu'ils ont bien compris les leçons du passé. Et du coup, il va y avoir un nouveau buyback. Et elle est également dans les petits papiers pour éventuellement passer dans la Ligue des Grands, entre guillemets. C'est une des candidates qui pourrait être intéressante pour le DAX. Carrément pour le DAX, hein. C'est ce qu'on lit dans les journaux allemands. Qui comprend 40 valeurs désormais, si je ne m'abuse. Effectivement, ils ont copié notre CAC 40, les Allemands. Ils étaient à DAX 30 avant. Une question concernant alors votre analyse chez Clartan, pour bien comprendre vos méthodes et pourquoi vous intéressez. Est-ce que vous avez rencontré le management? Est-ce que vous lisez les rapports? Est-ce que c'est purement du compte? Comment vous travaillez? Non. Alors, on rencontre la société au minimum 2 fois par année, lors de conférences ou sur site. Et bien entendu, on suit également toutes les publications, les rapports. On a notre propre modèle. Et puis, ils sont basés où, le siège? Ils sont basés à Düsseldorf, à côté de l'aéroport. Très bien. Bon, c'est pratique pour vous, en tout cas, quand vous y allez. On termine avec l'innovation, l'ESG, la compétitivité. Vous insistez sur leur capacité d'innovation, et normalement, avec ces normes ESG, dont on parle un petit peu moins en ce moment, mais qui sont présentes, en tout cas, c'est toujours intéressant et même rassurant pour les analystes de voir que ces normes sont respectées. Alors, d'une part, nous, on a un fonds très biaisé ESG, et c'est considéré comme un strong performer impact par nos partenaires. Et 2 exemples, typiquement, ils ont lancé des nouveaux produits pour récupérer l'eau d'un séparateur. Ça a permis aux clients de sauvegarder plus d'1 million de litres d'eau par année. Oui. Ça fait un payback sur 3 ans. Et ils sont également très actifs sur quelque chose de très nouveau, c'est tout ce qui est New Food. Donc les nouvelles protéines, que ce soit cellules animales type grillon qu'on processe, ou alors de la viande de culture, de cellulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement la ligne de production pour un burger à base de bœuf, ou à base de grillon, ou à base de cellules de culture, 90% de la chaîne de production est la même. D'accord. Donc demain, si on switch, ou si votre enseigne préférée change de modèle, pourquoi pas. Juste une dernière question sur les rivaux. Est-ce qu'il y en a des rivaux, les concurrents? Alors bien sûr, il y a toujours des rivaux. Après, c'est plutôt par secteur. Le rival le plus proche, ce serait Alfa Laval. Mais je pense qu'il y a un overlap de plus ou moins de 30% d'activité. Après, il y a GMT Marel et plein d'autres. Ça dépend vraiment des secteurs et des sous-secteurs d'activité. Marc, pour conclure, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui envie de parier sur cette valeur dans votre gestion? Qu'est-ce que vous en attendez? Un petit peu le point de départ, c'est que c'est encore méconnu. C'est une société en restructuration. Ils ont montré qu'ils étaient capables de délivrer, de surdélivrer, vu que leur programme de restructuration 2026 a été délivré en 2024.
Donc le 2030, on pourrait imaginer qu'il arrive plus tôt. Tout ça a des multiples qui n'ont pas bougé depuis 4 ans, alors que la société a changé. Et ben voilà, vous pouvez vous intéresser également à GEA, aller voir en tout cas cette valeur allemande côté OMDAX, aspirante peut-être, candidate pour le DAX demain, si la valorisation explose. C'est ce qu'on souhaite en tout cas à ceux qui ont positionné sur cette valeur qui en plus a des vertus ESG. Merci Marc Evgen, je rappelle que vous êtes associé gérant chez Clartan et on vous retrouve très prochainement dans Smart Bourse. Merci. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On s'est ravis de le présenter. On continue bien évidemment la semaine prochaine à partir de mardi avec Grégoire Favet. Excellente soirée à tous.